ravi de vous retrouver donc, pour le rendez-vous mensuel de la SAFER Occitanie, Parlons Foncier le direct. Donc, je m'appelle Philippe Avran et j'ai le plaisir d'animer donc, ce rendez-vous. Un rendez-vous qui vous est exceptionnellement proposé un lundi au lieu du jeudi habituel pour nous permettre de traiter d'un thème d'actualité, celui de la prime d'arrachage et notamment de son calendrier de dépôt des demandes. Une aide exceptionnelle qui est au cœur du dispositif de réduction du potentiel viticole qui est mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire afin de répondre donc, aux difficultés économiques des exploitations viticoles de la région. Quelles sont donc les exploitations éligibles? Quelles sont les aides possibles? Quelles sont les procédures de demande et de paiement? Quel est le calendrier de dépôt des demandes d'arrachage et de paiement? On va revenir sur chacune de ces questions avec nos experts invités du jour et j'ai le plaisir d'accueillir donc Guillaume Vigroux et Hervé Flamand. Avant de faire les présentations, je vous informe que vous pouvez donc tout au long de nos échanges poser vos questions dans le chat qui est situé donc dans la colonne de droite de votre écran. Donc on essaiera de répondre donc à toutes les questions qui nous seront posées en fin de webinaire. Je vous signale également qu'une enquête de satisfaction vous est proposée et que vous pourrez compléter donc en fin de webinaire. Je reviens vers nos invités. Guillaume Vigroux, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir répondu donc, à l'invitation de la SAFER Occitanie. Vous êtes viticulteur dans le département de l'Hérault. Vous présidez le comité RQD du Languedoc-Roussillon. Vous nous préciserez ce qu'est ce comité, même si beaucoup de viticulteurs de la région le connaissent probablement. Un comité, en tout cas, qui intervient depuis plus de 20 ans donc, au service de la restructuration du vignoble. J'ajoute que vous êtes élu donc, à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Vous êtes engagé syndicalement au sein de la commission viticole de la FNSEA. Ravi de vous accueillir. Hervé Flamand, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes directeur général adjoint de la SAFER Occitanie et donc ravi de vous accueillir également. Durant ce webinaire, je rappelle, vous pouvez réagir via le chat donc sur le droite de votre écran et poser vos questions à nos invités. Guillaume Vigroux, donc président du comité RQD Languedoc-Roussillon. Je le disais donc en introduction depuis le 15 octobre 2024, donc tout récemment. Un dispositif d'aide exceptionnel pour la réduction du potentiel viticole est donc ouvert afin de répondre aux difficultés économiques des exploitations viticoles affectées, en tout cas c'est comme ça que c'est formulé, par les conséquences de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Première question, Guillaume, peut-être nous dire pourquoi est-ce un dispositif national finalement, puisque c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui gère ce dispositif et pas un dispositif européen. Alors, ça, c'est une véritable question. Elle est très simple. La réponse est très simple. L'arrachage définitif, tel que nous le connaissons, nous l'avons connu par le passé, n'existe pas dans la PAC actuelle, dans l'OCM actuel. Ça n'existe pas. L'outil, on a une boîte à outils. L'outil n'existe plus. Il a eu existé, il n'existe pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et c'est pour ça que ça a pris du temps. Rappelez-vous, c'était juste après les manifestations du mois de janvier l'année dernière. Donc, il a fallu une volonté professionnelle de la demande du terrain, d'arracher définitivement des vignes et d'avoir sortir dignement de la profession. Et donc, une fois qu'on a eu ces dispositifs-là, il fallait le transformer. Et c'est pour ça que ça a été long, parce que l'Europe nous répondait tout simplement qu'il n'y avait pas de dispositif comme outil. Et il a fallu contourner les règles. Et je ne vous cache pas que, je ne vais pas faire une bêtise, mais c'est le dispositif européen, Ukraine, le plan ukrainien, qui nous permet de pouvoir contourner les règles aujourd'hui communautaires, avec l'accord de la Commission européenne, bien sûr. Donc, à l'arrivée, on va fonctionner donc, sur un dispositif qui est financé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Donc, on nous parle d'un fonds doté de 120 millions d'euros maximum, voire 150. Vous allez nous préciser les choses. Et puis, bon, est-ce que les moyens qui sont aujourd'hui mobilisés, 120, 150 millions d'euros, est-ce que selon vous, ce sont des moyens qui sont à la mesure des besoins et de la crise auxquels doivent faire face donc, les viticulteurs de la région? Alors, est-ce que les moyens seront suffisants? Au moment où je vous parle, c'est très compliqué. La question est claire, la réponse va être un peu moins claire. Vous m'en excusez. Au moment où je vous parle, avec maintenant les quelques semaines d'ouverture du dispositif, la préconsommation de l'enveloppe, elle est à hauteur de 40 millions d'euros.
30, 35, 40 millions d'euros. Nous avons obtenu effectivement une enveloppe de 150 millions d'euros qui a été ramenée à 100 millions d'euros, 120 millions d'euros, mais avec une capacité d'aller chercher les millions d'euros complémentaires dans le cadre où nous dépasserions l'enveloppe des 120 millions d'euros. Au moment où je vous parle, beaucoup ont dit par le passé, il va manquer d'argent, on va exploser l'enveloppe, il va falloir impérativement aller chercher, commencer à discuter pour aller chercher une enveloppe complémentaire. C'est très délicat aujourd'hui. Nos élus, nos responsables professionnels rencontrent demain la ministre de l'Agriculture. Ils ne peuvent pas techniquement, mathématiquement, aller dire, à expliquer à la ministre qu'il va manquer de l'argent. Quand l'enveloppe aujourd'hui qui nous a attribuée, au moins les premiers 120 millions d'euros, n'est consommée qu'à l'équivalent de 30%. Il y a quelque chose qui... Voilà, donc on connaît notre capacité des agriculteurs à aller s'inscrire dans des dispositifs très tardivement. On va dire que les 4 derniers jours risquent d'être révélateurs d'une attente. Alors ça, c'est un sport qui est agricole, je pense que c'est un sport toute filière confondue. On attend le dernier moment pour pouvoir s'inscrire dans quels que soient les dispositifs. Donc, on peut avoir un revirement de situation. Ceci dit, aujourd'hui, vous voyez que nous sommes un peu gênés parce que 30-40 millions d'euros consommés sur les 120, c'est délicat d'aller d'ores et déjà demander une enveloppe complémentaire. Peut-être à rappeler tout de suite, Guillaume, si je peux me permettre, que le dépôt des demandes est encore ouvert au moment où l'on parle et qu'il est ouvert jusqu'au 13 novembre à midi, c'est ça ? C'est ça, 13 novembre à midi, le dispositif s'arrêtera. On conseille à tout le monde de ne vraiment, n'attendez pas le dernier moment. Pour la raison que je viens d'évoquer, premièrement, parce que s'il doit manquer de l'argent, tant qu'on essaie de se retourner, s'il manque de l'argent, on va avoir une fenêtre de tir de quelques jours, mais de 2-3 jours pour aller chercher les 120 millions d'euros, pour aller chercher les 20-30 millions d'euros manquants. Donc, on a vraiment une fenêtre de tir très, très faible. Plus on voit arriver la manque d'enveloppe tôt, plus on pourra anticiper et aller faire des négociations. Quand ça va s'arrêter, le 13 à 13h, à 12h, il risque d'avoir un fort afflux, ça risque de bugger. Comme tout dispositif informatique, si tout le monde va dedans, nous conseillons, nous préconisons aux agriculteurs de s'y prendre un peu en amont pour pouvoir éviter un bug informatique. Voilà. Je pense que c'est vrai que c'est un crève-cœur, c'est vrai que c'est difficile, c'est une destruction de patrimoine. Ceci dit, si vous devez arracher, les gens qui doivent arracher, totalement ou partiellement, doivent être convaincus aujourd'hui des surfaces qui vont arracher. 120 à 150 millions d'euros, au regard du montant de l'aide à l'hectare, c'est un potentiel de l'ordre, si on divise arithmétiquement, entre 35 et 40 000 hectares sur le Languedoc-Roussillon. C'est ça le potentiel d'arrachage possible. Est-ce qu'on a, à date, même si les viticulteurs ne se sont pas encore jetés dessus, mais au regard du niveau de consommation que vous annoncez, est-ce qu'il y a des territoires qui ont plus demandé que d'autres? C'est quoi les surfaces moyennes qui sont sollicitées aujourd'hui? Oui. Partiellement. Tout à fait. Ça, c'est assez intéressant. La lecture est intéressante. Alors, je vous reprends, je m'avais bien compris, mais le dispositif, il est national. Il n'est pas que Occitanie. Il n'est pas que Occitanie. Premièrement, non, mais c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même les Bordelais qui sont inscrits dans ce dispositif-là. La Gironde, quand même, paye un lourd tribut à la crise économique. Donc, on a le premier département aujourd'hui, mais je parle avec les chiffres que j'ai aujourd'hui. Je temporise mes propos. C'est une statistique. Là, aujourd'hui, on est sur 1650 hectares prononcés de destination d'arrachage dans l'Aude. Donc, c'est l'Aude, le département qui arracherait le plus. Alors après, ce n'est pas non plus déconnant par rapport à la surface qu'ils ont. Avec 384 dossiers. Vous avez un numéro 2, vous avez le département du Gard, qui a 283 dossiers pour 1600 hectares également. Vous voyez, ils s'équivaut. Vous avez un troisième département, mais qui sort de notre région, c'est la Gironde, pour 1100 hectares. Nous avons ensuite le département de l'Hérault pour 1079 hectares. Voilà, et après, nous avons le 66, mais c'est normal, 66, il y a bien un petit peu moins, c'est cohérent par rapport à la surface, pour 888 hectares. Après, nous avons d'autres départements, mais vous avez quand même le Vaucluse qui arrache pas mal, et vous avez également la Drôme et la Dordogne qui arrache aussi, mais à hauteur de 400-500 hectares chacun.
En tout, aujourd'hui, nous sommes à peu près 9 000 hectares d'arrachés sur l'ensemble de l'Hexagone. Oui. Potentiellement, une volonté d'arracher, bien sûr. Okay. Merci pour ce premier éclairage, Guillaume Vigroux, donc président du comité RQD. RQD, d'ailleurs, est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire précisément, Guillaume? C'est la reconversion qualitative différée. Voilà, donc vous êtes… l'arrachage dont on parlera tout à l'heure. Ok, merci pour ce premier éclairage. Hervé Flamand, directeur général adjoint de la SAFER Occitanie. Vos équipes, Hervé, sont sur le terrain, dans tous les territoires, à l'écoute des viticulteurs et des marchés fonciers. Que vous disent vos conseillers fonciers sur la façon dont est perçu ce plan d'aide et sur les perspectives d'arrachage? Est-ce que c'est raccord avec ce que vient de nous exposer Guillaume Vigroux? Alors, on va voir que ça n'est pas totalement au regard de ce que les chiffres réels nous montrent à date aujourd'hui, mais pour autant, effectivement, on a quand même 25 conseillers fonciers sur 72 qui œuvrent dans des zones viticoles à l'échelle de l'Occitanie. Je parle bien à l'échelle de l'Occitanie, qui nous font effectivement remonter que les perspectives d'arrachage sont fortement attendues sur le terrain. Ils nous font remonter un contexte morose avec beaucoup de viticulteurs qui se posent beaucoup de questions sur les questions d'avenir, de leur propre avenir, l'avenir de leur exploitation. Ce qui veut dire qu'en termes d'estimation, on est assez élevé entre ce que nous disent nos conseillers fonciers, puisque la consultation des partenaires, mais ça reste une prévision. On parle jusqu'à entre 10 et 15% des surfaces plantées dans les départements, ce qui représenterait 30 000 hectares. On voit que ce chiffre est très loin de ce que Guillaume Vigroux vient de nous dire. Alors, où se situe la vérité? À mon avis, elle sera à mi-chemin entre les deux. Ce qui est intéressant de noter, c'est peut-être pour ça qu'on a un chiffre aussi élevé, c'est qu'en parallèle à la réflexion sur cet arrachage, les conseillers sont fortement sollicités pour réaliser des évaluations d'exploitation viticole. Parce que les vignerons font face à une crise qui est sans précédent, et qu'ils soient en cas coopérative ou en cas particulier. Et ce qui est dans leur réflexion, c'est aussi, plutôt que d'arracher, penser à transmettre l'exploitation comme solution autre que l'arrachage. Donc, si on en revient au plan d'arrachage, ce qui me semble être dominant, c'est plutôt à aujourd'hui des arrachages partiels. On a peu que l'on consulte, et puis j'en ai parlé aussi avec Guillaume, ce ne sont pas forcément les arrachages définitifs et totaux qui semblent être la préférence des vignerons, c'est plutôt l'arrachage partiel pour essayer de restructurer, rationaliser leur outil de travail. L'arrachage total, à mon avis, permettra plus et majoritairement de permettre aux plus de 60 ans de quitter le métier la tête haute, et c'est une bonne chose pour eux. Merci Hervé pour cette analyse. Venons-en, si vous voulez bien, donc à la présentation du dispositif en lui-même. Guillaume Vigroux, donc président du comité RQD Languedoc-Roussillon. Bon, la date butoir, on l'a évoqué, donc le 13 novembre à midi, avec comme message principal, si j'ai bien retenu, n'attendez pas le tout dernier moment pour formuler vos demandes. Vous nous direz d'ailleurs où est-ce qu'il faut aller pour formuler la demande, parce que tout se passe, je dirais, en télédéclaration. Donc, date butoir, le 13 novembre à midi. Un mot peut-être, Guillaume, sur la nature de l'aide elle-même. Alors, l'aide, c'est une aide… Alors, je crois qu'il faut revenir sur la genèse, parce que beaucoup ont critiqué le montant de l'aide. Et vous savez, ceux qui ont écouté mes premiers propos, je vous expliquais que c'était un dispositif qui était franco-français. On met en place quelque chose qui n'est pas aujourd'hui, qui n'existe pas. Il n'existe pas à travers des fonds européens. Et donc, on le fait passer sur les fonds franco-français. Et la mesure d'arrachage, pour vendre les 4 000 €, il a fallu qu'on explique à la Commission européenne que les frais d'arrachage, c'était 8 000 €. Parce que vous savez que l'État ou l'Europe ne peut prendre en charge que 50% du montant de l'investissement. Donc, l'investissement, c'est l'arrachage. C'est peut-être un défaut de langage, mais c'est un arrachage. Donc, ça veut dire qu'il a fallu… C'est pour ça que ça a été long aussi. Il a fallu faire passer la pilule, bon, voilà, qu'ils acceptent de dire que OK pour 4 000 €. Ça a été très long, avec force de persuasion. Là, je remercie tous les élus qui ont œuvré à la matière. Donc, 4 000 €, c'est peu, mais ça méritait d'exister. Voilà, donc ça au moins, c'est relativement clair là-dessus. Après, l'autre question, c'était… Excusez. Non, c'était sur la nature de l'aide. Après, j'avais une question complémentaire. La nature
4 000 euros par hectare, surtout les surfaces qui sont cultivées en vigne, parce que je vois qu'il y a des questions. Oui. C'est bien des cultures en vigne. Arrachage de vigne, oui. Voilà, c'est bien de la vigne qui est concernée. Et des vignes qui sont en production. Je précise bien, parce que sur votre CVI, vous pouvez avoir des vignes qui sont en friche, elles ne sont pas éligibles. Donc des vignes qui sont en production, donc qui ont fait du raisin, ou qui sont potentiellement peuvent en faire. C'est très important. 4 000 euros à l'hectare avec une aide qui sera plafonnée par exploitation? Oui, c'est une aide qui sera plafonnée. Alors, ça va faire sourire pas mal de personnes, mais une aide qui est plafonnée à hauteur de 280 000 euros par exploitation. Donc, ça laisse quand même pas mal de marge. Hein, ça fait 70 hectares par exploitation. Mais dans l'Occitanie, je sais que ça existe. Certains producteurs ont pris des aides bio Ukraine, plan Ukraine en aide bio. Ces aides bio rentrent dans le plan ukrainien. Donc, ceux qui sont allés, alors je sais pas, je sais qu'il y a des montants qui sont assez importants. Moi, personnellement, je n'en ai pas eu. Donc, sur les, celui que je vais dire une bêtise, mais si vous avez droit à 280 000 euros et que vous avez pris déjà 200 000 euros de plan bio Ukraine, vous aurez que 80 000 euros de marge pour pouvoir faire votre arrachage définitif. Voilà. Je vais être bien clair. C'est le seul. C'est quand même un bon montant de 180 000 euros. Donc, c'est le seul, on va dire, plan de blocage qu'il peut y avoir pour des personnes, des grosses exploitations, je pense, parce que là, 280 000 euros. Regarde des surfaces moyennes, des dossiers déjà déposés, c'est pas quelque chose qui devrait poser. Oui, les surfaces moyennes, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais ceux qui sont vifs d'esprit ont pu calculer. Mais aujourd'hui, on oscille entre 3,5 hectares par dossier à 6 hectares par dossier en moyenne. Hein. D'accord. Donc, et là, je rejoins le directeur adjoint de la SAFER. On est sur des gens qui ajustent leur potentiel, ou peut-être nous sommes aussi sur des personnes dans des caves coopératives qui ont 3, 4, 5 hectares qui sont à titre secondaire et qui ne veulent pas passer le cap de l'HE, de la certification et toutes les normes, les certificats, et qui sont un peu usés, peut-être de tous ces empilements de réglementation, et aujourd'hui peut-être se débarrassent de leur vigne. Bon, je dis bien peut-être, on peut penser que c'est ça, mais en tout cas, on n'a pas des domaines, on voit bien qu'il n'y a pas des gros domaines qui sont à l'arrachage total. Vous peut-être bien également sur qui est éligible et qui ne l'est pas à l'octroi de ce dispositif, de ces aides? Alors, c'est relativement simple. Hein. Tout viticulteur, agriculteur, viticulteur qui possède un casier viticole, exploitant qui a un casier viticole et donc un CVI et un numéro de SIRET a droit à ce dispositif. Voilà, donc c'est relativement simple. Hein. Il n'y a pas de là-dessus. Le dispositif se veut relativement simple. Les seules personnes qui ne pourront pas émarger à ce dispositif, c'est les entreprises qui sont en liquidation judiciaire. Je dis bien liquidation judiciaire. Ceux qui sont en redressement, ils ont le droit. Ceux qui sont en liquidation judiciaire ne peuvent pas émarger au dispositif. Et ceux qui font l'objet de sanctions de l'Union européenne. Ouais. Ces mesures-là, ces deux mesures-là sont des mesures qui sont transverses à tous les aides à investissement européens. Ce n'est pas spécifique à ce dispositif. Et vous avez bien parlé de liquidation judiciaire, hein, pas de redressement, hein, de liquidation. On est d'accord. Un viticulteur donc, qui aura sollicité le bénéfice de cette aide, qui en aura bénéficié, quelles sont les conséquences du bénéfice de cette aide sur les autorisations de replantation, par ailleurs? Donc, peut bénéficier le viticulteur en question. On est bien d'accord d'une chose, c'est que les autorisations, les arrachages que vous allez, à travers ce dispositif, les arrachages que vous allez générer, ne pourront jamais générer de droits de plantation, d'autorisation de plantation, puisqu'on est dans la destruction du potentiel. J'arrache un hectare, je détruis un hectare de potentiel de production. C'est le casier viticole qui fait foi, donc c'est la surface CVI qui fait foi. Une chose que nous n'avons pas dit, il n'y aura pas de contrôle terrain. Il n'y aura pas de contrôle terrain. Le seul contrôle se fera par les casiers viticoles. D'accord? Casier viticole à jour, donc, etc. etc. Donc, vous arrachez un hectare, vous perdez un hectare d'autorisation de plantation. C'est normal, votre droit de plantation, votre autorisation de plantation est détruite. Si vous avez des autorisations de plantation nouvelles en portefeuille, c'est là qu'il y a une subtilité. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, vous avez demandé des autorisations de plantation nouvelles. Je vous rappelle qu'elles sont gratuites. Vous devez juste remplir un petit document. Elles sont gratuites et vous ne pouvez pas toucher, percevoir une prime de plantation avec. C'est un droit à la croissance. Si vous les avez en portefeuille que vous ne avez pas utilisées, elles seront perdues. Ce qui est assez cohérent.
Et pendant 6 ans, vous ne pourrez pas demander à nouveau des autorisations de plantation nouvelles. Là aussi, il y a une certaine cohérence. Vous ne pouvez pas dire un jour à la Commission européenne, je prends une prime d'arrachage, je détruis mon potentiel de production, et 2 ans après, je souhaite augmenter mon potentiel de production et je demande des droits de plantation nouveaux. Donc, il y a une certaine cohérence. Pendant 6 ans, vous ne pourrez pas demander des autorisations de plantation nouvelles. Voilà. Et ces feuilles sont détruites, même pour les jeunes agriculteurs. Même pour les jeunes agriculteurs. Je vous alerte sur quelque chose, notamment pour des parents qui ont des enfants qui vont rentrer dans leur GAEC, dans leur société, et qui peuvent bénéficier à travers des dispositifs régionaux d'un accompagnement d'aide sur les autorisations de plantation nouvelles. Réfléchissez bien. Alors, soit il y a vraiment des difficultés économiques, il n'y a pas de discussion possible, mais quand c'est des fois, j'ai 30 hectares, j'en arrache 2, je prends l'arrachage définitif sur 2 hectares, je me fais 8 000 € de trésorerie. Et quand mon petit gamin va arriver dans 1 an ou 1 an et demi, il va demander 4 ou 5 hectares ou 6 hectares de droit de plantation nouvelle. C'est l'entreprise qui est marquée au fer rouge et pendant 6 ans, elle ne peut pas demander. Donc, pesez le pour et le contre, allez voir un technicien de chambre d'agriculture ou de cave coopérative qui maîtrise le sujet pour éviter de vous prendre le pied au tapis. Ça serait bête de gagner 8 000 € d'un côté et en perdre 30 ou 40 000 de l'autre. Ok, c'est clair, c'est cohérent. Vous mentionnez à l'instant, Guillaume, qu'il n'y aurait pas de contrôle terrain. Donc, ça signifie par ailleurs que l'octroi de ces aides n'implique aucune obligation s'agissant de l'entretien des parcelles concernées, post-arrachage, s'agissant de la destination future de ce foncier? Alors, premièrement, il n'y aura pas d'arrachage terrain systématique. Venir pour savoir s'il existera les vignes. Il suffit que les vignes seront faites par les contrôles se feront photo aérienne. Il y aura des contrôles aléatoires. Casier viticole, il est à jour. Si votre vigne, il n'y aura pas de mesurage au ras des souches, comme on peut le connaître. On ne vous enlèvera pas les manquants. On ne vous enlèvera pas s'il y a de la mortalité, etc. On n'en parle pas. Donc, c'est simple. C'est la surface du casier viticole qui sera primée. Donc, on peut faire plus simple. Il y aura des contrôles. Il y aura des contrôles, douane, France Agrimaire, notamment là où il y a des litiges sur des friches ou des vignes non exploitées depuis un certain nombre d'années, où il y a des soupçons qui s'est... Voilà. Donc, là où il y a des friches qui n'ont pas produit pendant plusieurs années, où il n'y a pas de déclaration d'alcool dessus, attention. Voilà. On peut jouer, on peut gagner, on peut perdre. Donc, il faut mieux être prudent. Voilà. Si la vigne est en production, elle est en production, il n'y a pas de litige. D'accord. Mais en tout cas, pas d'obligation en matière d'entretien des parcelles concernées post-arrachage et pas d'obligation sur la destination future de ce foncier. Nous sommes sur un dispositif qui est différent du dispositif bordelais initial, où effectivement, il y avait une obligation d'entretien et une obligation même de renaturation de la parcelle. Là, pas du tout. Nous sommes là, votre parcelle reste dans la PAC. Vous l'arrachez début mai ou début avril, vous arrachez votre parcelle. Si au mois de juin, vous voulez faire une autre culture dessus, vous faites une autre culture. Il n'y a absolument aucun risque. Aucune obligation. Alors, on n'en prend pas le chemin au regard de la consommation de l'enveloppe à date. On verra bien le 13 novembre. Pour autant, est-ce que le montant de l'aide, 4 000 € par hectare, vous nous avez précisé, pourrait être revu à la baisse en cas de surconsommation de l'enveloppe? Non. Alors là, je vais être clair avec vous. Non. Parce qu'il est prévu un coefficient stabilisateur des surfaces. Donc, bien sûr que France Agrimaire a prévu, imaginez qu'on ait 150 millions d'euros d'enveloppe et qu'on ait 200 millions d'euros d'inscrits. Voilà. Donc, il faut enlever l'équivalent de 50 millions d'euros. Donc, il y aura un coefficient stabilisateur fait pour tous les agriculteurs partiels. La profession a souhaité que les arracheurs totaux soient privilégiés. C'est normal. Quelqu'un qui a 10 hectares en pleine production, il arrache la totalité. On ne va pas lui dire, écoute, tu arraches 10 hectares moins 1, parce que tu ne rentres pas dans les clous. Il ne va pas garder 1 hectare. Donc, celui qui est arracheur total, donc il détruit son exploitation. Au moins son poste viticole. Il n'y a plus de casier viticole. Lui, il est prioritaire. Et ceux qui sont partiels, donc qui arrachent 2-3 hectares pour faire des ajustements, ceux-là pourront se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Mais s'il est de 10%, 15%, je m'explique, j'ai inscrit 10 hectares à l'arrachage, mais peut-être que la notification sera faite sur 8 hectares. Et attention, il est suivi de, excusez-moi, mais je préfère vous le préciser parce qu'il est suivi d'un régime de sanctions. Et là, c'est la profession qui l'a demandé.
Et on ne peut que l'approuver. Vous comprenez bien, c'est que nous sommes sur une enveloppe contrainte. On ne peut pas se permettre d'avoir des enveloppes, des personnes qui vont venir consommer de façon farfelue l'enveloppe. Imaginez qu'on déplace de 300 hectares, 300% l'enveloppe, on fasse une rétraction terrible de 2/3 à tous les agriculteurs, et puis en fait, les agriculteurs qui ont fait n'importe quoi, tu dis, oh, tu fais, j'arrache pas. Vous imaginez l'effet destructeur et néfaste que ça pourrait avoir. Donc là, c'est simple. Je m'inscris, là, aujourd'hui, là, c'est que de l'inscription, là, vous faites un vœu, vous faites un souhait, je veux arracher 10 hectares. On va vous donner la capacité d'arracher soit la totalité de 10 hectares parce que l'enveloppe n'est pas surconsommée, soit il y aura une réfaction de 10%, vous arracherez. On vous dira, OK, on vous notifie 9 hectares et vous devez obligatoirement faire 80% de ces 9 hectares. C'est-à-dire ce qu'on va vous notifier, que je sois arracheur total ou que je sois arracheur partiel, il faut impérativement réaliser 80% de la demande d'aide qui va m'être notifiée. Et ça, c'est important. Si vous ne le faites pas, vous êtes exclu du dispositif, c'est-à-dire que vous ne toucherez pas l'aide. Ça va être clair. Là, je vais être simple, là, c'est clair. C'est la profession qui l'a demandé. Hein. Donc, imaginez, j'inscris 10 hectares, on m'en notifie 9, j'en arrache que 5, donc je suis loin de mes 80%. Mais sur les 5 hectares que j'ai été notifié, je n'aurai pas l'aide sur les 5 hectares que j'ai arraché pourtant, parce que je n'ai pas respecté mes 80%. Et en plus, pendant 6 ans, je n'aurai droit à aucune aide à l'investissement à travers le plan de France Agriculture. C'est-à-dire, non seulement je ne perçois pas l'aide, et en plus, pendant 6 ans, je suis interdit d'émarger au dispositif de France Agriculture. Voilà, c'est violent, c'est dur, mais c'est la seule solution pour pouvoir être équitable envers tout le monde et servir tout le monde, notamment ceux qui arrachent en définitive. En tout cas, c'est clair. Guillaume, pour terminer sur la présentation du dispositif, est-ce que vous pouvez nous rappeler, mais très brièvement et rapidement, les grandes étapes du processus? Bon, là, on a compris qu'il y avait jusqu'au 13 novembre, midi, pour faire le dépôt de la demande. Comment ça va se passer derrière? Donc, rappelez peut-être aussi où est-ce qu'il faut déclarer la demande, quand est-ce qu'il faut arracher, voilà, quand est-ce que les aides seront-elles versées? Rapidement, les grandes étapes du processus. Oui, alors rapidement, le 13 novembre, on n'en reparle pas, effectivement. Vous avez ensuite, au courant fin décembre, vous allez avoir la notification. Donc ça, c'est, voilà. Donc, à partir de la notification, vous pouvez commencer à engendrer vos arrachages. Donc après, je sais très bien que les conditions climatiques feront que certains ne pourront pas. Vous avez jusqu'au 15 mai pour faire votre arrachage et le déclarer. Alors, premièrement, votre demande d'aide, vous la faites sur Vitilostructuration et vous allez avoir un petit onglet qui s'affiche qui s'appellera Viti Arrachage. Donc, il y a Viti Plantation, mais il y aura Viti Arrachage. Donc, c'est très ludique. Hein. Les informations. Je vous coupe, Guillaume, dans la fenêtre du chat, là, on vous a mis le lien France Agrimaire hein, voilà, c'est super. De se connecter. Hein. Super. Vous allez dessus, c'est nom, prénom, SIRET, voilà, les basiques de chez Basique, les surfaces sur lesquelles vous vous engagez. Il y a vraiment, c'est très rapide. France Agrimaire jusqu'au 31 décembre, avant le 31 décembre, ils vont vous répondre. Voilà. À partir de la notification, vous avez jusqu'au mois de mai, jusqu'au 15 mai pour réaliser vos arrachages, au moins 80% de ce qu'on vous a notifié. Ça, je pense que vous l'avez bien compris. Et la volonté aujourd'hui de la profession, c'est de payer au fil de l'eau, c'est-à-dire ne pas attendre que tout soit arraché, de payer au fil de l'eau. Du moment que les premiers arrachages ont été faits et que vous avez déclaré, il faut bien le faire, il faudra penser à le faire, que vous avez déclaré sur ProDouane, excusez-moi, vous avez déclaré sur ProDouane votre arrachage, donc il faudra toujours déclarer sur ProDouane votre arrachage, comme quoi vous avez arraché. À partir de là, il y aura une connexion, ils le font déjà, Viti Arrachage, Viti Plantation, Viti Restructuration, et les douanes sont en connexion. À partir de là, ça générera le paiement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'argent arrive très rapidement sur les campagnes. Dans les campagnes, l'idée, ce n'est pas attendre. Il y aura certainement du retard à l'arrachage au vu des conditions climatiques. On avisera en temps et en heure, mais c'est déjà dans les tuyaux, vous imaginez bien qu'on peut anticiper. Et au plus tard, en tout cas, on souhaite que ce soit payé courant 2020, premier semestre 2025, que la totalité des aides soit payée. Alors, vous avez jusqu'au mois de juin, au plus tard, pour faire votre déclaration de CEVI d'arrachage.
Ceux qui n'ont pas fait les déclarations de CVI arrachage ne seront pas payés, on est bien d'accord, il ne faut pas payer tout de suite, quoi. Si les commissions climatiques le peuvent, arracher le plus vite possible et vous serez payé le plus vite possible. Merci Guillaume Vigroux, donc président du comité RQD Languedoc-Roussillon. Hervé Flamand, je reviens vers vous, directeur général adjoint de la SAFER Occitanie. Hervé, s'agissant de maintenir un vignoble à haut potentiel qualitatif, est-ce qu'on peut imaginer que des organisations économiques puissent anticiper et organiser des échanges de parcelles en vue de l'arrachage? Et si oui, dans quelles conditions réglementaires tout ça pourrait s'envisager? Alors oui, à la question est-ce que c'est possible, je réponds oui. D'ailleurs, sur ce sujet, avant l'été, il avait été imaginé mettre en place quelques solutions face à ces perspectives d'arrachage. Pardon. La profession viticole, au sens large du terme, et à l'initiative de Jacques Gravejal pour les vins de Pays d'Oc, Jean-Philippe Marie pour les AOP du Sud, et Dominique Granier pour la SAFER, nous ont réunis. Quand je dis nous ont réunis, c'est l'interprofession, la profession agricole et les techniciens, pour essayer d'anticiper afin de travailler ensemble avec les structures économiques, que ce soit les caves particulières ou que ce soit les coopératives, pour travailler avec elles, si elles souhaitaient préserver une partie du potentiel qualitatif du vignoble qui pourrait s'arracher. Il y a un point important, c'est que pour chacune de ces structures économiques, le potentiel qualitatif n'est pas le même. Et c'est déjà compliqué de savoir définir quels sont les cépages, quels sont les terroirs, qu'est-ce qu'il faut préserver. Déjà, ça, c'était le premier écueil. Le deuxième, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée des critères d'arrachage, on s'est rendu compte que les délais étaient très contraints. On avait imaginé mettre en place des solutions d'animation sur des espaces tests, des territoires expérimentaux, mettre de l'animation foncière en place pour détecter les opportunités et les volontés d'échange et mettre en relation ceux qui souhaitaient arracher et ceux qui souhaitaient préserver. C'était impossible, vu les délais, 1 mois pour faire une déclaration d'arrachage, impossible de trouver le temps de mettre ça en place. Pour autant, on pense qu'avec ce qui vient d'être dit par Guillaume Vigroux, déclaration finie le 13 novembre, arrachage le 2 juin. Dans ces délais-là, on considère qu'on a à peu près 6 mois parce qu'il faut que les choses soient finalisées avant fin avril. Il faut encore laisser le temps derrière pour arracher. On pense qu'effectivement, il y a possibilité de trouver le moyen d'échanger des parcelles à fort potentiel ou à potentiel qualitatif pour la structure qui les vinifie et puis celui qui arrache et qui souhaite préserver. Pourquoi ? Peut-être pas été dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration d'arrachage porte sur des surfaces et non pas sur des références cadastrales. Ce qui veut dire que si vous souhaitez arracher 4 hectares, vous devrez arracher 4 hectares, mais vous ne dites pas où ni quoi. D'accord ? Et le deuxième point, c'est qu'on a ces 6 mois. Ce qui veut dire que durant ces 6 mois, effectivement, on peut envisager qu'il y aura 2 possibilités d'échange, soit des échanges de vignes, sous forme de location de capital végétal, location de vignoble, soit sous forme d'échange de parcelles. À ce titre, il faut savoir que tous les conseillers fonciers, les 25 dont je vous ai parlé en intro, concernés par les zones viticoles, se tiennent à disposition des structures économiques pour mettre ce dispositif en place. Pour ça, je vous invite à aller sur notre site internet. Vous trouverez les coordonnées des directions départementales et les directions départementales vous mettront en contact avec les conseillers fonciers des secteurs qui vous concernent. Et je précise aussi que le groupe de travail dont je vous ai parlé, qui réunit l'interprofession, mais aussi la coopération et les vignerons indépendants, vont se réunir après le 13 novembre, mettre en place ce dispositif et mettre en place un communiqué qui permettra de donner envie aux structures économiques qui ont envie de sauver une partie de leur zone d'apport, de leur potentiel qualitatif, de faire appel à nous et essayer de sauver ce qui sera possible d'être sauvé. Merci en tout cas à tous les deux pour toutes ces précisions, toutes ces informations. Troisième et dernière partie de cet échange, avant de passer aux questions de nos internautes, pour préciser les rôles respectifs du comité RQD et de la SAFER Occitanie. On a commencé à le faire, mais on va continuer à développer pour accompagner la restructuration du vignoble régional. Guillaume Vigroux, donc président du comité RQD Languedoc-Roussillon.
Bon, j'ai envie de vous dire, Guillaume, le vignoble de Languedoc-Roussillon n'en est pas à sa première crise, hein, et en tout cas, force est de constater que les viticulteurs ont toujours réussi par le passé, en tout cas, à dépasser ces crises. Quels sont, selon vous, les ressorts de cette résilience? Parce qu'on peut quand même parler de résilience, même si le moment est délicat, difficile. Qu'est-ce qui fait que il y a encore une dynamique dans le vignoble pour passer ces crises-là et les surmonter? Alors, je vais être très prudent dans mes propos, hein, parce que je ne veux pas vexer qui que ce soit. Premièrement, en ex-Languedoc-Roussillon, on s'est posé la question assez il y a longtemps, dernière crise, parce qu'effectivement, on a été, comme vous l'avez dit, on a eu des à-coups, des saillies de l'arrachage, mais nous étions sur une histoire qui était différente. Nous étions sur une histoire où le consommateur demandait un produit, et aujourd'hui, la production, ce que nous offrions, était totalement différent, et en tout état de cause, à la qualité. C'est la raison pour laquelle le comité reculé est né, hein, d'ailleurs. Hein, c'était la reconnaissance qualitative différée du vignoble. Donc, j'arrache des cépages dits peu adaptés et je replantais les cépages dits un peu plus à la demande du consommateur. C'est ce qui a fait, je pense, aussi la richesse des vins de Pays d'Oc et l'élargissement des vins de Pays d'Oc, de Languedoc-Roussillon, excusez-moi. Voilà, aujourd'hui, on est sur un système qui est légèrement différent, enfin, qui est largement différent. Premièrement, on a eu une succession de crises, que ce soit Covid, que ce soit l'Ukraine qui a impacté avec l'inflation derrière, un changement de modèle de consommation, mais consommation avec un grand C, que ce soit la consommation du vin, que ce soit la consommation tout court, il y a un changement d'acte d'achat, et le vin n'échappe pas, et avec la conjoncture aujourd'hui sur la partie inflation, nous ne sommes pas un produit qui est devenu indispensable à la vie aujourd'hui de tous les jours. Donc, il y a un choix qui est fait. Et on a un élément qui se rajoute, et c'est surtout la partie climatique, c'est là que je veux en venir, sur la partie climatique. Et ça, c'était quelque chose que nous n'avions pas jusqu'à maintenant. Nous connaissions le gel aléatoire tous les 10-15 ans, nous connaissions la sécheresse, mais ceci dit à moindre mesure. Là, il ne se passe pas une année sans qu'il y ait au moins un des aléas climatiques qui nous tombent sur la tête, voire des fois, il y en a 2, voire 3, la même année sur le même territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est nouvelle. Alors, on ne peut pas, ce n'est pas la restructuration du vignoble qui va, et je ne vous parle pas, excusez-moi, je ne vous parle pas des attentes sociétales aussi qui demandent tout et son inverse, notamment en termes d'application de phytosanitaires, etc. Donc aujourd'hui, en 20 ans, on a quand même restructuré plus de 200 000 hectares, 180 000 hectares. Je pense qu'on a fait, bon, ça s'est arraché, ça s'est replanté, bien sûr. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une capacité de restructuration, de mobilisation du moment où il y a de l'économie, on a une capacité de restructuration et de réorientation de notre production. Je vois aujourd'hui, mais il faut qu'il y ait un minimum d'économie et de climat. Je pense notamment à nos amis des Pyrénées-Orientales ou de l'Aude qui aujourd'hui font des rendements. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Quand il pleut que 150 ou 120 mm d'eau, la vigne, quelle que soit la vigne, quel que soit le cépage, il ne poussera pas. Donc ça, je fais vraiment abstraction. C'est pour ça que je suis très prudent dans ce que je vous dis là. Mais il y a quand même une volonté aujourd'hui des agriculteurs, des viticulteurs d'une partie de cette région de restructurer massivement. Donc, et pour répondre aux attentes sociétales avec des cépages résistants, tolérants, on va dire, plutôt des cépages tolérants. Et on a également une volonté de s'adapter au marché, de coller au marché. Et on voit bien que certaines structures économiques, collectives ou individuelles, qui sont par le passé, qui ont pris des orientations par le passé déjà un peu plus stratégiques, s'en sortent un petit peu mieux. Mais je ne vais pas voilà, je suis très prudent dans ce que je dis là parce que je veux froisser personne. Mais on voit bien qu'on a un département de l'Hérault qui peut être légèrement moins exposé aux risques climatiques, hormis le secteur bitérois, aux risques climatiques, mais qui est un peu mieux organisé à travers la restructuration de l'outil économique. Et on voit bien qu'on a le département de l'Hérault aujourd'hui, il est moins en proie à l'arrachage parce qu'il est plus en proie à l'économie. Et donc, on voit bien qu'il y a une genre d'équilibrage qui se fait. Et aujourd'hui, en tant que président du comité reculé, vous seriez surpris du nombre d'appels que nous recevons pour savoir quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau plan collectif. On est en train on va terminer la plantation 2025, on va clôturer le plan collectif, le dernier plan collectif. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui nous appellent, c'est qu'il y a de l'économie et de l'envie, tout simplement. Aujourd'hui, on a recensé entre 10 et 12 000 euros, 12 000 hectares de personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par une future plantation dans les années à venir. Donc, vous voyez, c'est quand même tout n'est pas tombé.
Et il y a une volonté professionnelle de faire un arrachage temporaire, une plantation temporaire, arrachage temporaire, qui était le pendant normalement de l'arrachage définitif. La profession a dit, OK, on met de l'argent sur l'arrachage définitif, c'est un crève-cœur, c'était pas la volonté de la profession, l'arrachage définitif. Et derrière, c'était le pendant, c'était de dire, on fait de l'arrachage temporaire, parce qu'on offre une lumière à ceux qui veulent rester, parce que tout n'est pas foutu, il y en a qui veulent s'en sortir, qui tournent, et on doit leur apporter sur notre espoir. Il y avait une volonté de sortir concomitamment, ça n'a pas pu arriver. Je ne vous cache pas que là, aujourd'hui, il y a des travaux des échanges qu'ils ont fait avec la Commission européenne, le groupe de haut niveau et les États membres de la production viticole. On s'oriente vers ce qui peu ou prou existait les premiers REQD. Alors, les plus anciens qui nous écoutent savent de quoi je parle, mais la REQD, c'était quoi? La REQD, le plan d'arrachage numéro 1 de la REQD, il y a 20 ans, c'était de dire j'arrache telle surface avec des cépages non adaptés. Pendant 5 ans, je ne les replante pas. Et au bout de 5 ans, je les remets en production avec des cépages adaptés. On fait le point, on se pose un petit peu et on relance la restructuration. Alors, on pouvait faire ça en 3 ou en 5 ans, mais l'idée, c'était moyen, vous arrachez, vous replantez de 5 ans, pendant 8 ans ou 7 ans, votre vigne ne produit pas. C'était là l'effet de levier, et sur le volume, et c'est la reconquête des marchés. On va s'orienter vers quelque chose qui va y ressembler certainement. Il y a une volonté de la Commission européenne et du groupe AKGK de positionner, de prolonger la vie des autorisations de plantation, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est 3 ans. C'est d'aller jusqu'à 5 ans. 5 ans plus 3 ans, ensuite, ça fait 8 ans. Si en 8 ans, on peut penser quelque chose. Et une prime de plantation qui pourrait se voir éventuellement boostée parce que vous avez joué le jeu, vous avez enlevé de la production, vous avez mis un stand-by de votre production. Et donc, à l'époque, on appelait ça une indemnité de perte de recettes. Donc, vous pouvez très bien concevoir que la future prime de plantation, elle comprenne une partie arrachage et une partie de plantation. Et la partie plantation, elle serait dopée avec autant d'années que vous ne mettez pas en production. Voilà, on vient vous inciter à non produire, entre guillemets. À l'époque, il y avait une obligation de replantation, les règles ont changé, peut-être. Voilà. Donc, je ne peux pas. Le système qui n'est pas encore inventé, mais vous voyez, il y a des idées qui circulent quand même. Merci Guillaume, en tout cas pour ces propos empreints de prudence, mais aussi d'optimisme. Il en faut pour aborder l'avenir. Hervé Flamand, avant de passer aux questions de nos internautes, on peut imaginer qu'un certain volume de foncier va se libérer malgré tout avec ce plan d'arrachage, volume de foncier qui pourrait se retrouver sur le marché, ou bien aller vers malheureusement peut-être aussi de la friche. Quel pourrait être dans ce contexte-là, et celui que vient de décrire Guillaume Vigroux, les contributions de la SAFER Occitanie pour faire face donc à ces hypothèses-là, à ces perspectives possibles, s'agissant aussi peut-être d'accompagner le mouvement de restructuration en vue d'une diversification, parce que bon, voilà, il n'y a pas que la vigne possible dans les territoires d'Occitanie, bien évidemment. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais évoquer. Il y a deux axes possibles. Soit on continue d'accompagner la filière viticole qui souhaite se restructurer suite à l'arrachage et dans un plan de replantation, soit on oriente vers d'autres filières. Mais ce qu'il est important de dire, c'est que la SAFER est au service des politiques publiques et des politiques de territoire. Ce n'est pas la SAFER qui décide où il y a lieu d'intervenir en faveur de la restructuration et de l'accompagnement du filière. Il faut que l'on soit sollicité. Et pour qu'on soit sollicité, c'est bien l'enjeu du webinaire aujourd'hui, il faut que les acteurs du territoire connaissent quels sont les outils à disposition de la SAFER pour les aider à aller accompagner ces filières-là. Donc aujourd'hui, une SAFER est en capacité de réaliser les conditions ad hoc et tout à fait performante pour qu'une filière se développe. Et ça passe forcément par de la restructuration foncière et aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on vient d'évoquer sur le changement climatique, de la restructuration foncière et autant que faire se peut autour de points d'eau, autour de possibilités d'irrigation. Donc au travers de nos outils d'animation, de nos outils numériques tels que Vigifoncier qui permet de surveiller les fonciers, Vigifriche qui permet de repérer quelles sont les friches dans les secteurs. On est tout à fait capable de mettre des hommes sur le terrain, aller consulter les propriétaires de ces friches ou de ces parcelles en terre, créer des îlots adéquats à la mise en place de nouvelles filières ou de structures économiques en place telles que les caves coopératives. C'est déjà le cas, hein, il y en a 2 ou 3
qui pensent à l'avenir et qui sont en train de travailler sur la mise en place d'une convention avec nous pour soit déplacer une partie de leur vignoble vers des zones un peu plus fraîches, un peu plus hautes, ou par rapport à des cépages et un terroir spécifique, imaginer une politique stratégique, marketing différente en mettant en place un nouveau vignoble. Ça, on le fait. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que l'on a des porteurs de projets qui sont aujourd'hui sur des filières amandes, sur des filières olives, qui cherchent des grandes surfaces et qui cherchent effectivement à trouver des lieux pour s'implanter. Donc voilà en quoi on pourrait accompagner les territoires sur la diversification, sur la poursuite d'une nouvelle aventure viticole. Donc la SAFER au service des projets de territoire et des acteurs de ce territoire. Merci à tous les deux donc, pour ces dernières précisions. Il est 14h15. On a donc quelques minutes encore devant nous. On va dépasser un petit peu l'horaire parce qu'il y a quand même pas mal de questions. On va essayer de les prendre une par une. En tout cas, celles sur lesquelles on n'aurait pas apporté d'éléments d'information. Donc Adeline qui nous demande, pour bien comprendre les conditions après arrachage, peuvent-ils replanter sur ces parcelles et s'ils ont eu des autorisations de plantation? Peuvent-ils replanter n'importe quelle culture? Alors n'importe quelle culture, oui. Et on peut très bien imaginer que vous arrachez votre vigne et que vous replantiez de la vigne avec des autorisations de plantation que vous avez en portefeuille issues de l'arrachage intérieur. Mais il y a bien, au total, il y a bien une diminution du potentiel de production. D'accord, très bien. Autre question, est-il possible, derrière l'arrachage de vignes à vin, de replanter des vignes à raisin de table? Je suis désolé. Là, je suis prudent, je dirais oui, parce qu'il me semble que les vignes à raisin de table ne sont pas primées en prime plantation, donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Mais à se rapprocher de France Rimer, quand même, il y a des choses où je sais, des choses où je ne sais pas. Je suis désolé. Est-ce que ces surfaces de vignes à raisin de table rentrent dans le CBI d'ailleurs? Elles rentrent dans le CBI, mais elles ne sont pas. Alors, si c'est que du raisin de table à titre raisin de table, raisin de bouche, normalement non. Mais par contre, si elles ont double fait, elles peuvent rentrer. Il y a des raisins qui sont aptes à faire du raisin de table et aptes à faire du raisin de bouche. D'accord. Raisin de cuve, excusez-moi, raisin de cuve. Il va falloir préciser les choses. Est-il possible, dans un projet de diversification de l'activité, de planter autre chose que de la vigne? Je pense qu'on a répondu oui, hein, des fruitiers ou des oliviers, par exemple. Hervé, vous l'avez évoqué. Oui, une fois que la parcelle est arrachée et qu'elle est en terre, il y a aucune obligation pour y faire quoi que ce soit, si ce n'est disposer de l'autorisation d'exploiter, mais ça, c'est une autre démarche. Ok. Une question sur la problématique des DPB. Est-ce que la SAFER anticipe avec un sujet particulier en lien donc avec l'absence fréquente de DPB pour les surfaces historiquement en vigne? Et question attenante, les viticulteurs qui arrachent trouveront-ils facilement des DPB? Quel impact à défaut non-culture, même si parcelle où c'est possible? Je ne sais pas qui peut répondre de vous deux à la question. Pas la SAFER n'est pas en charge des politiques publiques. Elle accompagne les politiques publiques, ce n'est pas la SAFER qui définit. Là, il faut se rapprocher des services des chambres d'agriculture, peut-être, Guillaume? DTM, je pense, des DTM. Je sais qu'il y a un marché des agriculteurs qui arrêtent leur exploitation et d'autres qui achètent. Je sais que ça se monnaie, mais personnellement, je ne maîtrise pas. Rapprochez-vous soit de vos chambres d'agriculture, soit de vos DTM. La DDT. OK. Tout à l'heure, vous évoquiez, Guillaume, un plan national. Il n'y a pas que le Languedoc-Roussillon qui est concerné. Le Lot-et-Garonne, les Côtes de Duras en particulier, sont-elles éligibles à ce plan, selon vous? Toutes les surfaces viticoles de France sont éligibles. Bon, c'est clair. Donc, voilà. Alors, si nous faisons un arrachage total, gardons-nous les autorisations de plantation antérieures? J'ai lu la question. J'ai lu la question dans le bandeau. Alors, il y a vraiment des esprits d'optimisation. Oui, en gros, je détruis mon CBI. Non, mais alors, la logique voudrait que non, mais c'est ma logique à moi. C'est pas, voilà. Vous savez, des fois, les réglementations sont tellement tordues. On pourrait considérer que si j'arrache la totalité de mon vignoble, c'est que je suis plus viticulteur. Voilà. Donc, demain, est-ce que demain, vous pouvez aller chercher. Je prends un exemple, j'ai 10 hectares en production, j'en ai 10 en portefeuille. J'arrache mes 10 hectares, je suis un arracheur total. Et l'année prochaine, je replante mes 10 hectares que j'ai en portefeuille.
C'est un peu tiré par les cheveux. Je ne pense pas que ce soit faisable. Mais là aussi, c'est quand même une question qui est spécifique et je n'ai pas la réponse, sincèrement. On m'a jamais posé la question. Je n'ai jamais eu ce cas-là. Donc, rapprochez le service de France Agrimaire. Parce que France Agrimaire pourra répondre à des centaines de questions, celle-là, elle n'avait jamais aimé. Je vais me renseigner parce que c'est intéressant. Bien, merci Guillaume. Alors, question assez spécifique d'un point de vue juridique peut-être. Comment fonctionne l'arrachage pour des vignes qui sont en location? Donc, et comment ça va fonctionner vis-à-vis du propriétaire? C'est la réponse la plus importante à mon avis, parce que ça, c'est une véritable problématique. En général, les propriétaires n'ont pas de CBI. Donc, il n'y a que le locataire qui peut arracher. Voilà, donc déjà, ça va passer avec une entente. Si vous êtes locataire, quoi que vous fassiez, avant de faire quoi que ce soit, il faut l'autorisation du propriétaire. Vous ne pouvez pas, si vous avez pris des vignes, vous devez rendre des vignes. Si vous ne rendez pas des vignes, il y a une clause qui est prévue, il peut y avoir des sanctions, des pénalités. En tout état de cause, il faut le déclarer, il faut le faire signer. Il y a un CERFA qui existe. Faites le nécessaire auprès de votre propriétaire. Vous êtes propriétaire, vous êtes locataire. Faites le nécessaire parce que vous pouvez avoir des accords verbaux qui ensuite ne tiennent pas longtemps devant les tribunaux. Voilà, je vous enjoins de faire vraiment cette démarche-là parce qu'il y a quand même le contrat est régi. Vous pouvez aussi avoir des propriétaires qui n'ont pas de fermier parce que le fermier a lâché le fermage après les vendanges. Ça le fait. Et qui se retrouvent aujourd'hui, ils veulent arracher, ils se retrouvent dans une incapacité d'arracher parce qu'ils n'ont pas de CVI. Obtenir un CVI, faire un casier, les sirettes, etc., en moins de quelques jours, c'est presque tâche impossible. Donc là aussi, il y a des solutions à avoir avec des fermiers temporaires et des accords ensuite entre eux. Voilà. Mais soyez très prudents là-dessus. Prenez les précautions d'usage, en tout cas, parce que vous pouvez avoir des recours après auprès des tribunaux paritaires. Hervé, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Non. Non, pardon. Alors, c'est une question à l'adresse de Guillaume. Sur la question, vous savez, des obligations en matière d'arrachage, une fois que la déclaration d'intention est faite. Vous avez dit il faut, à minima, arracher 80% de la surface pour lesquelles on avait demandé une aide. Pourquoi ne pas avoir mis un seuil à 100% au lieu des 80%? Alors, je ne fais pas partie de ceux qui ont discuté, négocié ça. Je pense qu'il y a une tolérance, je pense que c'est réglementaire, je pense que c'est la réglementation européenne qui prévoit 80%, parce que vous le retrouvez dans plein d'investissements, vous retrouvez ça, vous retrouvez chaque fois qu'il faut avoir réalisé au moins 80% pour pouvoir avoir de sanctions. Je pense qu'ils sont partis là-dessus. Oui. Et puis, vous savez, la vie est faite ainsi, c'est qu'il y a des gens aussi qui peuvent avoir des accidents de la vie, qui peuvent avoir des mauvaises choses, voilà, donc on laisse une marge de manœuvre. Effectivement, on aurait pu être très rigoriste, être à 100%, vous allez notifier 10, vous faites 10. Si vous ne faites pas 10, vous êtes sanctionné. Bon, voilà. Je ne suis pas. Je pense que c'est. C'est pas forcément une position professionnelle. Oui. Ok. Alors, j'ai deux dernières questions, peut-être pour rappeler ce que sont les surfaces prévues en matière d'arrachage, prévues, hein, pas constatées à date, pour les Pyrénées-Orientales. Alors là, aujourd'hui, à date, on est à 80, on est à 800. On est à presque 900 hectares, on va dire. 900 hectares, d'accord. Voilà, mais je vous dis, comme pour le reste des départements, aujourd'hui, après, on avait beaucoup de précautions. Est-ce qu'il y a une rétention faite par les agriculteurs? J'ai pu lire que les dernières pluies tombées dans le pays catalan et de façon bonne peuvent changer la donne, ça redonne l'espoir. Écoutez, je ne sais pas, en fait, nous sommes un certain nombre de professionnels être assez désemparés. Vis-à-vis de la pression de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, et ça ne se retranscrit pas dans les documents. Le site fonctionne. On pourrait dire le site ne fonctionne pas, ça bug, les gens ne peuvent pas y aller comme ils veulent. Ça fonctionne très bien. On pouvait penser que quand il allait pleuvoir, le site allait se remplir plus rapidement. La pluie n'a pas fait changer les enregistrements. Écoutez, on attend de voir. Voilà, vous avez compris notre embarras là-dessus. Ok. Dernière question. Peut-être qu'on y a déjà répondu d'ailleurs. Faut-il avoir des déclarations de récolte sur 2024, et insiste bien sur 2024, pour pouvoir répondre à cette aide? Non, 2023. C'est que votre déclaration 2024 sera faite, la date butoir sera clôturée après la date du 13 novembre, donc on ne peut pas s'enregistrer sur 2024. Donc ce sera bien 2023 qui sera pris en compte.
Ok, bon, mais écoutez, mais merci à tous les deux. J'espère qu'on aura répondu à peu près à toutes les questions qui nous est posées. En tout cas, bon, n'hésitez pas à vous rapprocher effectivement donc de France Agrimaire hein, pour plus d'informations. Le comité RQD Languedoc-Roussillon est là pour vous accompagner dans le processus de restructuration. La SAFER, bien évidemment, avec ses conseillers fonciers sur le terrain. Merci donc Guillaume Vigroux d'avoir répondu à l'invitation de la SAFER Occitanie. Merci pour toutes les informations délivrées. Hervé Flamand, merci aussi pour votre contribution au débat. Merci à tous pour votre participation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dès demain donc, le replay hein, de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie. Restez en ligne si vous le pouvez encore 2 minutes pour compléter le questionnaire de satisfaction qui nous permet donc de nous améliorer de manière continue. Sur ce, donc, Parlons Foncier, le direct vous donne rendez-vous maintenant en janvier 2025 et je vous souhaite donc une belle et bonne fin d'année. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire.